Bonjour. Avant de commencer, je vais parler du format du webinaire. Aujourd'hui, le webinaire aura lieu en anglais avec de l'interprétation vers le français. Pour choisir la langue de votre choix, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône du globe terrestre, l'interprétation au bas de l'écran et choisir la langue qui vous convient ou sur l'icône langue plus sur un appareil cellulaire. Pour avoir la diapo en français, vous n'avez qu'à choisir View Options ou option d'affichage en haut de l'écran et choisir le français. Et veillez à choisir View Options et pas seulement View, donc option d'affichage et pas seulement affichage. Alors, tous les participants auront leur micro et leur caméra automatiquement désactivée. L'interprétation ASL est offerte. Nous vous invitons à connecter directement avec les interprètes gestuels ASL dans le chat pour obtenir leur service et le sous-titrage est disponible. Si vous avez des questions pour les présentatrices, vous pouvez les taper dans la boîte de questions-réponses Q&A en bas de l'écran. Si vous avez besoin d'une liste de soutien, ce sera affiché dans le chat en cas de besoin. Pour désactiver les notifications du chat, cliquez sous l'option chat dans le micro, vous verrez dans le menu du bas, vous verrez aperçu du chat, vous avez désactivé cela, show chat en anglais. Il y aura un formulaire d'évaluation pour ce webinaire qui s'ouvre automatiquement dans votre navigateur. Après la fin du webinaire, un certificat de participation sera généré une fois que cette évaluation sera complétée. Le webinaire est enregistré. L'enregistrement et tout document, par exemple les diapos, sera donc affiché sur le site web et donc ça vous sera envoyé après l'événement. Je vous demande de tenir un instant, de patienter un instant, car je vais faire une pause avant de commencer officiellement le webinaire. Je suis Linda Baker, la directrice de l'apprentissage au Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants. Au nom du Learning Network et du Carrefour de connaissances, je vous accueille au webinaire d'aujourd'hui. Pour comprendre le contrôle coercitif à l'égard des enfants, répercussions et interventions de soutien. Au nom du Learning Network et de l'équipe du Centre de connaissances, je veux reconnaître que nous trouvons sur les territoires traditionnels des Anishinabek, les Haudéshonais, les Odekpewak et les Chinatown. Ces terres sont liées au comté de London et au traité de Sambuer de 1796 et avec le traité donc d'une plat à une cuillère wampum. Nous voulons contrer la doctrine de la découverte et nous devons reconnaître les territoires autochtones et leur souveraineté. Nous reconnaissons également que de nombreuses personnes noires ont été déplacées de manière violente au Canada par le colonialisme et l'esclavage. Nous allons continuer à travailler avec les collectivités pour défier le colonialisme, l'antiracisme noir et toutes les formes d'oppression qui demeurent partout au Canada et qui veulent dire un impact disproportionné de la violence genrée sur les femmes de ces communautés. C'est avec bonheur que je vous présente aujourd'hui les conférencières d'aujourd'hui et je vous invite à regarder les bios qui se trouvent sur notre site web. La docteure Emma Katz est une experte de renommée internationale en matière de violence conjugale et de contrôle coercitif. Ses travaux ont influencé la législation au Royaume-Uni et à l'étranger. Son livre Coercive Control in Children's and Mothers' Lives est décrit comme un travail de pionnière qui changera la façon dont nous comprenons l'expérience de la violence familiale chez les enfants et comment nous les intervenons en conséquence. Catherine Lawler
a plus de 30 ans d'expérience d'appui direct aux enfants et aux familles aux prises avec la violence conjugale et le contrôle coercitif au Royaume-Uni. Elle est spécialisée, elle est donc agréée à titre de praticienne en la matière et travaille en ce moment à titre d'expert conseil. Catherine Lawler a publié 3 livres sur la violence familiale et le contrôle coercitif, un pour les professionnels, 2 pour les enfants. Frosted the Boss et Luna Little Legs. Sans plus tarder, je cède la parole à la docteure Emma Katz qui va commencer la présentation. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui. Et on me dit que la couleur à l'écran est un peu inhabituelle. Donc, c'est simplement l'impact de la lumière artificielle qui m'éclaire en ce moment. Donc, nous allons étudier le contrôle coercitif et ses répercussions sur les enfants. Mes détails sont à l'écran. Vous pouvez m'envoyer un courriel si vous le voulez, me suivre sur Twitter si vous ne le faites pas déjà. J'ai un compte avec plus de 20 000 abonnés et on y parle donc de violence conjugale de diverses façons. Et j'ai aussi donc lancé un compte Instagram. Vous pouvez certainement me contacter sur l'une ou l'autre de ces chaînes. Et mon book. Donc, le contrôle coercitif dans la vie des enfants et des mères, en traduction libre, a été publié en 2022 par la Oxford University Press, qui est le premier livre sur la matière de manière universitaire. Et on met l'accent sur les agresseurs et la façon dont ils maltraitent leurs enfants et leurs partenaires. Et cela démontre aussi comment ce sont les actions du contrôleur coercitif qui nuisent directement au monde de l'enfant, à son expérience de la vie et à ce qu'il ou elle peut et ne peut pas faire chaque jour. Cela montre également les résultats positifs pour les mères et les enfants pendant le processus de rétablissement après la violence, où les mères et les enfants qui ont reçu des soutiens opportuns et appropriés ont pu bâtir une nouvelle vie familiale fondée sur des soins réciproques et le respect mutuel. Et il y a aussi un appel afin que les enfants et leurs parents survivants soient considérés comme des co-victimes et co-survivants. Donc, parlons d'abord du contrôle coercitif. Le contrôle coercitif comprend des situations où une personne soumet une autre personne à un comportement de contrôle persistant et de grande portée sur une longue période de temps et indique clairement que le fait de se défendre fera l'objet de punitions. Alors, l'agresseur établit une situation selon laquelle il faut faire ce qu'il dit, sinon. Alors, la punition peut prendre de nombreuses formes. Si on ne se conforme pas à son contrôle, peut-être il y aura de la violence, mais ça pourrait être aussi autre chose également. Ce n'est pas toujours de la violence, mais peu importe ce que c'est, il y aura quelque chose que l'agresseur sait que la victime redoute, comme des paroles méprisantes, cruelles, le fait de blesser des êtres chers ou de forcer la victime à se livrer à des activités sexuelles non désirées ou la maltraitance financière. En punissant la victime de façon répétée pour non-conformité, l'agresseur a l'intention de démoraliser et de terroriser la victime pour la placer dans un état d'obéissance permanente. Le contrôle coercitif n'est pas toujours présent dans les situations de violence conjugale ou familiale. Le contrôle coercitif est particulièrement grave et sérieux. Cela cause des graves préjudices et constitue un facteur de risque clé pour le féminicide de la partenaire intime. Alors, et ce n'est pas dans toutes les situations, lorsqu'un couple a des difficultés ou lorsqu'il y a de la violence, qui représente une situation de contrôle coercitif. Mais lorsqu'il y a du contrôle coercitif, c'est grave. Et cela peut causer de forts préjudices. C'est un facteur clé de féminicide. C'est pratiquement toujours des hommes qui sont les agresseurs. Par exemple, en Angleterre et au Pays de Galles,
On a fait des études depuis quelques années maintenant. On a découvert que 97% des auteurs de crimes déclarés coupables d'un comportement coercitif et donc et dominant au cours de l'année étaient des hommes. Alors, ça pourrait être peut-être différent ailleurs, mais c'est principalement des hommes qui sont les agresseurs et des femmes qui sont les victimes et survivantes, ainsi que leurs enfants. Et il est important de mentionner aussi qu'il est possible que les hommes soient les victimes et survivants également, et qu'il peut s'agir de couples hétérosexuels ou autres. Et principalement, il s'agit de crimes donc perpétrés par les hommes contre les femmes et les enfants. L'agresseur est motivé par sa volonté profonde et nuisible d'obtenir le contrôle des autres membres de sa famille et de maintenir indéfiniment ce contrôle. Il ne s'agit pas de passion ou d'avoir perdu donc le contrôle de ses sentiments ou d'être colérique, mais d'un agresseur qui croit avoir le droit de contrôler les autres d'une manière qui les prive de leurs droits et libertés. Donc, chez les agresseurs, la volonté de contrôler est si forte qu'elle a tendance à dominer toute leur vie. Ils passent une grande partie de leur temps à chercher à défendre le contrôle qu'ils recherchent et à en profiter. Et à établir une réputation publique positive qui réduira la probabilité que quelqu'un croit là où les victimes s'il devait demander de l'aide. Alors, l'agresseur, le maltraitant, passe beaucoup de temps à produire une image positive de lui-même en ligne et ailleurs également, afin de pouvoir continuer à contrôler. Les répercussions sur la famille comprennent la peur, la confusion, le doute plutôt et le blâme, la faible estime de soi, les traumatismes. Pendant très longtemps, les victimes et les enfants peuvent se demander pourquoi s'il s'agit de leur faute et se dire si moi je me comportais différemment, les choses pourraient s'améliorer. Évidemment, il n'y a rien de tout ça n'est correct. Donc, il y a de la faible estime de soi, le traumatisme, il y a aussi le SSPT, donc la dépression, l'anxiété, la maladie, la privation, le sentiment de toujours marcher sur des œufs, d'essayer de plaire à l'agresseur et de ne pas être en mesure d'exercer une certaine autodétermination dans des domaines clés de sa vie. Bon, où on peut aller, combien de temps on peut passer, à qui on peut parler, quelle doit être l'apparence, mon apparence, à qui je peux m'exprimer. Il peut y avoir aussi des tentatives de la part des victimes de riposter, de résister, de dire la vérité, de se protéger, de protéger les autres victimes de la famille contre d'autres préjudices. Ici, vous voyez la boîte à outils terrible et imaginez que chacun de ces outils est une tactique utilisée par l'agresseur pour atteindre l'objectif établi, c'est-à-dire d'obtenir le contrôle, de maintenir le contrôle et de garder la victime dans un état de terreur, d'obéissance absolue. Alors, le contrôle du temps et des mouvements, la microgestion de la vie quotidienne et de l'expression personnelle de la victime. C'est le marteau. La violence psychologique et émotionnelle contre la victime et ses proches, y compris peut-être un abus psychologique contre les animaux de compagnie. Bon, c'est le tournevis, la manipulation de la victime, y compris par des périodes de stratégiques de gentillesse. C'est donc un autre outil, et vous pouvez vous imaginer chacun de ces points être un autre outil de la boîte à outils. Alors, la coercition sexuelle, le viol, la paranoïa à l'égard de l'infidélité, l'abus d'image ou de vidéos intimes, la coercition reproductive et le fait de nuire à la capacité de la victime de protéger sa santé sexuelle. La maltraitance financière, y compris l'ingérence dans l'emploi de la victime, le fait de l'empêcher d'avoir de l'argent ou des biens, de refuser de contribuer aux factures, de créer des dettes dont elle est responsable et de la traîner devant les tribunaux de façon vexatoire afin que son argent et ses biens soient épuisés par des procédures judiciaires. Ça, tout cela peut se produire avant et après une séparation en passant. Et la maltraitance financière plus probable après la séparation.
L'isolement et des sources de soutien, y compris la famille, les amis, la communauté, les professionnels. La surveillance, le harcèlement et la traque, y compris par la technologie. La manipulation des autres, y compris les enfants, pour contrarier et marginaliser la victime et la priver de pouvoir. L'utilisation et la manipulation de processus juridiques et des institutions, des systèmes pour menacer, blesser, appauvrir ou discréditer la victime. Et enfin, et là j'ai mis ça au bas de l'écran parce que c'est ce qu'on habituellement c'est ce qu'on souligne le plus avant de penser à tous les autres éléments. La violence physique, il peut y avoir de la violence physique qui n'est pas classée, catégorisée comme violence physique, par exemple, être privé de sommeil, donc ne pas pouvoir, par exemple, se nourrir correctement ou faire de l'exercice ou donc faire ses ablutions de la manière que l'on se souhaite. Donc, intimider, menace de violence, donc y compris les proches de la victime et les animaux de compagnie et destruction de ses biens ou menace de le faire. Nous parlons donc d'un abus, donc de maltraitance multitactique continue et non pas d'incidents de violence isolés. Dans son ouvrage intitulé Coercive Control, The Entrapment of Women in Personal Life, le professeur Evan Stark soutient que nos réponses à la violence familiale fondées sur le contrôle coercitif laissent tomber les survivantes parce qu'elles considèrent à tort la violence familiale comme des incidents ou des épisodes de violence ponctuels et que pratiquement toutes les recherches et interventions en matière de violence familiale sont fondées sur ce modèle. Donc, c'est un incident qui a eu lieu à 5h30, donc le soir, par exemple, et c'est tout. Cela ne tient pas compte du fait que les utilisent de nombreuses autres tactiques abusives, en plus de la violence physique, la violence psychologique, surveillance, isolement, harcèlement, maltraitance financière, abus juridiques, manipulation des systèmes et des professionnels, et c'est fait de manière continuelle. Les survivantes sont donc constamment maltraitées, même s'il n'y a pas eu d'incident de violence physique depuis des mois ou jamais. Nous devons donc éviter de façonner nos interventions en fonction de l'historique de la violence et de supposer que la violence est maintenant terminée parce que le dernier incident de violence n'est pas récent. Nous devons plutôt examiner de façon plus complète toutes les tactiques de contrôle coercitif utilisées par l'agresseur. Et je souhaite mentionner ici le système Darvaux qui est important à connaître. Lorsqu'une survivante tente de se libérer, soulève des préoccupations au sujet de la violence et cherche à assurer sa sécurité et celle des membres de sa famille, l'agresseur réagit habituellement en justifiant, en minimisant ou en niant carrément son comportement abusif et en tentant de rejeter le blâme sur la survivante en lançant des contre-accusations contre elle. Les contre-accusations courantes de l'agresseur dans ces circonstances comprennent le fait que la survivante a fait en sorte que les enfants n'aiment pas l'agresseur, qu'elle l'a aliéné, qu'elle a aliéné des enfants de l'agresseur, que la survivante est folle d'une façon ou d'une autre, ou que c'est elle qui est la personne violente et maltraitante. Cette tactique est connue en anglais sous le nom de Darvaux. Donc, nier la violence, donc déni, attaquer la crédibilité et le caractère de la survivante, attaque, inverser le récit quant à la victime et l'agresseur, reverse the narrative about who is the victim and the offender, et sur qui est le patient violent et qui le parent violent, plutôt le parent sûr. Les enfants ne subissent pas seulement donc cela, n'ont pas seulement ne subissent pas des torts en étant témoins ou exposés à des incidents de violence physique. Donc, la vie de tous dans la famille est grandement déformée, altérée et endommagée par le régime de contrôle coercitif que l'agresseur impose en façon de sa volonté et de sa détermination affirmée à maintenir le contrôle. C'est le cas avant et après la séparation des parents ou le divorce. La vie de famille est altérée et les comportements et les libertés ordinaires des enfants et des mères sont limités et rétrécis de façon nuisible et pénible. Les expériences de contrôle coercitif des enfants et des adultes sont
si semblables que les enfants peuvent être mieux considérés comme des co-victimes et co-survivants. Toute tactique de contrôle coercitif porte aussi préjudice aux enfants. Et là, nous allons mettre l'accent sur des citations provenant de mères et d'enfants concernant ce qui s'est passé avant la séparation. Et dans la diapo suivante, on regardera les citations d'après la séparation. Alors, il s'agit d'éléments assez bouleversants. Alors, si vous avez besoin de prendre une pause, allez-y. Lorsque maman m'accordait de l'attention, il lui disait d'aller vers lui, alors elle devait me laisser jouer seule. Je me taisais, je ne criais pas, je ne courais pas. Les enfants ne pouvaient pas avoir d'amis parce qu'ils commençaient quelque chose. Alors, les fêtes d'enfants étaient un autre problème parce qu'ils m'accusaient de tenter d'avoir des relations sexuelles avec l'un des pères, de sorte que les fêtes étaient hors de question. Nous ne pouvions pas aller à des clubs après l'école parce qu'ils insistaient pour que je rentre chez moi à une certaine heure. Les enfants et moi n'avions pas le droit d'aller voir leurs grands-parents. Ils nous disaient, à moi et à mon fils, que nous ne pouvions pas toucher la nourriture dans le frigidaire, que nous n'avions pas le droit de manger. Ils nous enfermaient souvent dans la maison pour que nous ne puissions pas sortir. Si je voulais aller magasiner, je devais amener un enfant qui parlait avec moi. Il leur demandait par la suite où nous étions allés et ce que nous avions fait. Mon fils ne faisait pas des choses comme faire son propre sandwich. Il avait trop peur de ne pas bien le faire. On en est arrivé au point où les enfants me parlaient mal et ignoraient tout ce que je disais parce que c'est tout ce qu'ils voyaient de leur père. C'était très stressant. Tout ce que je disais aux enfants, ils l'annulaient délibérément. Je n'étais rien dans cette maison. Une fois, je suis entrée quelques minutes en retard. Il a commencé à me frapper la tête contre le mur en m'appelant toutes sortes de noms, en me disant « Où étais-tu, salope? » Et ma fille, Shannon, tremblait comme une folle et pleurait. Et après la séparation, toutes les tactiques de contrôle coercitif peuvent nuire aussi aux enfants. Il avait l'habitude d'amener d'autres hommes et d'essayer d'entrer par effraction dans la maison, et mes frères et moi avions peur pour notre vie parce qu'il frappait aux portes, et moi, je me cachais. L'injonction de mon père a pris fin, il est revenu à la maison. Puis il a écrit quelque chose sur la porte arrière. Il a écrit « Salope morte ». Et ma mère a essayé de faire enlever cela avant que nous puissions le voir, mais je l'ai vu. Au cours de nos visites de fin de semaine ordonnées par le tribunal de la famille, il disait « Oh, ta mère me fait pleurer, ta mère me fait faire ces choses. Je ne peux pas te voir à cause de ta mère. » Il donnait une si mauvaise image d'elle. Il la blâmait et nous blâmait nous pour tout. Je me sentais très petite et vraiment mal en point. Après la visite de fin de semaine avec notre père, ma sœur Zoé n'allait pas à l'école la plupart des lundis parce qu'elle se sentait si malade. Elle était sur le canapé et elle pleurait dans les bras de ma mère. J'étais tellement épuisée et j'avais envie de pleurer tout le temps. Et ça, c'est de Grace qui a 14 ans. On reviendra à son histoire un peu plus tard. La première fois que j'ai porté des accusations, il a écopé de quelques mois pour coups et blessures et il a été libéré après quelques semaines seulement. Il a commencé à nous traquer. Les enfants et moi avions l'habitude de rester à l'extérieur de la maison et de nous tenir loin de lui le plus longtemps possible. Ensuite, quand on entrait, on verrouillait la barrière, on tirait les rideaux de l'autre côté, on verrouillait toutes les portes, on allumait l'alarme, puis on montait. On vivait à l'étage, on vivait en haut, puis on essayait de sortir quand on le pouvait. Ça s'est terminé lorsqu'il m'a attaqué de nouveau et a été arrêté une nouvelle fois. Et il leur fait encore du tort émotionnel. Il leur dit que si nous emménagions ici, dans notre nouvelle maison, il se ferait tirer dessus, il se ferait poignarder parce que c'est ce qui se passe dans notre quartier, des choses de ce type. Et alors, il leur fait encore beaucoup de tort sur le plan émotif. Quand ils reviennent, des visites de contact, ils sont terribles. Leur comportement est vraiment mauvais. Normalement, je me fais attaquer verbalement par mon fils. Donc, le contrôle coercitif peut être considéré comme un type de violence à plusieurs facettes qui se produit dans les cas les plus graves de violence conjugale
ou familiale et de maltraitance. Le contrôle coercitif est un phénomène qui comprend de nombreux volets de comportements maltraitants qui nuisent aux adultes et aux enfants. Il englobe des actes de violence envers le parent victimisé, des actes de violence envers les enfants qui seraient classés dans la catégorie de la violence faite aux enfants et de la négligence envers les enfants, et de nombreux autres comportements préjudiciables. Les agresseurs poursuivent habituellement leur campagne de contrôle coercitif après la séparation, de sorte que la séparation ou le divorce ne doit pas être considéré comme la fin de la violence. Il est très probable que l'agresseur continue de maltraiter et que les victimes survivantes, adultes et enfants s'en soient encore maltraités après la séparation. Quant aux répercussions sur les enfants, le choix constant du parent agresseur de soumettre sa famille à un contrôle coercitif jour après jour, année après année, et l'absence de mesures de la part des professionnels, des institutions et des tribunaux pour mettre en place des barrières efficaces et durables qui empêcheraient l'agresseur de continuer à abuser, avait une incidence négative sur les enfants, notamment le bien-être, la santé mentale, la santé physique, la réussite scolaire, le développement, la situation économique, la stabilité du logement, les liens sociaux et communautaires et leur confiance dans la justice, dans les institutions et la primauté du droit. Les principales sources de résilience qui pourraient normalement aider les enfants à affronter l'adversité, par exemple l'accès à des adultes sains dans leur famille élargie, un lien étroit avec leurs parents sûrs, un sentiment d'appartenance à la communauté pourrait être totalement ou partiellement inaccessible aux enfants en raison de la nature du contrôle coercitif. Rappelez-vous, lorsqu'ils tentent de passer du temps avec maman, donc il arrêtait maman de passer du temps avec les enfants. Donc, le parent sûr ne pouvait pas former des liens avec l'enfant et souvent ne pouvait pas avoir accès aux autres parents sains d'esprit dans leur famille élargie en raison du contrôle que le père exerce sur leur déplacement. La relation des enfants avec leur père violent, les sentiments des enfants à l'égard de ce père dépendaient de plusieurs facteurs, y compris la façon dont leur père se comporte à leur égard et la mesure dans laquelle sa violence est évidente ou dissimulée. Certains enfants ont dit très clairement que leur père était un agresseur et ils le détestaient très raisonnablement. D'autres se sentaient plus confus et incertains. Certains désiraient l'amour et l'attention de leur père et certains s'alignaient complètement sur leur père violent, étaient très hostiles envers leur mère survivante. Donc, vraiment toute une gamme de réponses et dans mon ouvrage, il y a de l'information là-dessus sur les causes de cela, mais on note particulièrement la façon dont le père traitait les enfants et donc la façon dont parfois la violence n'était pas explicite. La relation des enfants avec leur père violent. La proximité des agresseurs signifiait que les enfants vivaient dans la version altérée de la réalité que les agresseurs créaient autour d'eux en tout temps, avec des conséquences néfastes pour les enfants. Imaginez donc une bulle de réalité donc altérée donc autour de l'enfant et l'enfant est pris là-dedans. Dans cette version altérée de la réalité, les normes relatives au comportement sain sur le plan émotionnel sont suspendues. Les enfants ont eu de la difficulté à convertir leurs propres expériences vécues en évaluation exacte de ce qui se passait autour d'eux. Ils n'ont pas été en mesure de s'exprimer de façon authentique. Évidemment, on pensait peut-être que l'agresseur était normal, était parfait. Évidemment, les enfants ne pouvaient pas alors s'exprimer parce que leur soi authentique n'était pas acceptable à l'agresseur. Alors, pour se remettre d'un contrôle coercitif, il faut que les enfants s'en libèrent. Donc, rappelez-vous de Grace, qui a 14 ans. Là, elle parle de ce qui s'est passé. J'ai cessé de le voir il y a quelques années. J'ai parlé à 2 conseillers. L'un d'eux m'a donné des exercices pour m'aider à voir ce que papa faisait, c'est-à-dire de la violence émotionnelle. Et comment les gens autour de moi essayaient de m'aider. Cela m'a aidé à avoir confiance en moi. Après que j'ai cessé de lui parler, j'ai pu, je suppose, redevenir moi-même parce qu'avant, j'avais très peu de confiance en moi et donc je suppose que je suis sortie beaucoup plus de ma coquille et je peux parler davantage aux gens. Et dans ce cas, Grace a eu
beaucoup de chance que le père ait laissé donc la famille aller, et s'il avait insisté qu'il le voit toujours, elle aurait probablement été se serait probablement sentie forcée de continuer à le voir. Donc, elle a eu vraiment de la chance ici de pouvoir arrêter tout contact avec le père. Quant aux relations des enfants avec leurs frères et leurs sœurs et la mère survivante, les relations peuvent être également variables, allant d'une relation très étroite et de soutien à une relation très tendue et éloignée, selon ce qui s'était passé exactement dans chaque famille. Après la séparation de l'agresseur, les facteurs suivants ont aidé à renforcer les relations, y compris être en mesure de vivre une vie qui comprenait peu ou pas de violence après la séparation. Faut arriver habituellement très peu ou aucun contact continu entre les enfants et l'agresseur. Et souvent, ce n'est pas donc entre les mains de la survivante parce que c'est les cours, les tribunaux qui déterminent donc l'accès du père. Donc, avoir un endroit sûr et convenable où vivre et avoir suffisamment d'argent, avoir accès au soutien psychologique, affectif et pratique dont ils avaient besoin pour se remettre des préjudices psychologiques, émotionnels, physiques, sexuels, sociaux et ou économiques que l'agresseur leur avait infligés et pour se bâtir une nouvelle vie. Lorsque des mesures de soutien opportunes et appropriées étaient disponibles pour les survivantes et qui n'étaient pas toujours disponibles, et quand les agresseurs n'étaient plus une présence importante dans leur vie, les résultats à long terme pouvaient être transformationnels. Comme certains enfants et mères ont dit, notre nouvelle maison n'est pas un manoir, mais je l'aime, je l'adore. C'est beau et confortable, c'est juste mieux et c'est le meilleur. Je pense que le programme de rétablissement qu'on a fait ensemble a fait le plus grand bien à Bob. Cela lui a permis en quelque sorte de comprendre que nous puissions parler de choses comme une sorte de lien commun. Cela m'a aussi aidé en quelque sorte parce que je savais qu'il avait compris pourquoi les choses s'étaient passées. Et nous en sommes maintenant à une étape où les enfants comprennent ce qui s'est passé, c'était ni de leur faute ni de la mienne. Moi, mon frère et moi et ma mère, nous aimons la vie en ce moment parce que nous étions tous sans lueur et nous n'aimions pas beaucoup la vie. Maintenant, nous sommes tous heureux. Nous avons l'impression de pouvoir faire tout ce que nous voulons. Je dirais que nous sommes attentifs les uns envers les autres, que nous sommes sensibles aux sentiments et aux émotions des autres, que nous nous amusons. Alors, si les bons soutiens sont là et si l'agresseur n'est plus présent, on peut faire des choses merveilleuses et c'est très important, pour les gens d'arriver à ce bon endroit où ils reçoivent de l'aide. En conclusion, le contrôle coercitif est une forme de grave de violence et les auteurs d'un contrôle coercitif causent des niveaux élevés de préjudice et j'espère que vous avez vu de ces citations de mères et d'enfants qui ont participé à, mon étude et dont je parle dans mon livre, que c'est beaucoup plus que d'être témoin de violences, physiques. Toutes les tactiques utilisées font mal aux enfants. Mmh. Les pères auteurs d'un contrôle coercitif ont tendance à soumettre leurs enfants à un contrôle coercitif d'une manière qui nuit directement et profondément aux expériences quotidiennes des enfants. Lorsque les mères se séparent des pères, il est peu probable que cette séparation soit suffisante pour assurer la sécurité des enfants, car les pères ont tendance à être déterminés à maintenir leur contrôle coercitif après la séparation. Le problème se situe au niveau de l'agresseur. Pour s'attaquer au problème, il faut s'en prendre à l'agresseur, le tenir responsable, réduire sa capacité de continuer à maltraiter et aider les victimes et les survivants, adultes et enfants, à être en sécurité, vraiment en sécurité, et pas seulement en sécurité sur papier, pas en sécurité parce qu'il y a une ordonnance du tribunal de la famille ou pas parce qu'il y a un formulaire qui dit que la famille est en sécurité, mais tellement en sécurité qu'on peut leur demander comment vous vous sentez et honnêtement, ils vont pouvoir répondre. On se sent en sécurité maintenant, on se sent libre et qu'on a le contrôle de nos vies. Alors, voici mon livre.
Coercive Control in Children and Mothers' Lives. Si vous voulez connaître davantage les sujets dont j'ai parlé, c'est un livre de 400 pages et on m'a donné seulement 30 minutes. J'en parle en beaucoup plus grand détail dans le livre. Merci de m'avoir écouté. Je suis le docteur Emma Katz. Suivez-moi sur Twitter où je suis très présente et sur Instagram si vous aimez Instagram. Et vous pouvez m'envoyer aussi un courriel si vous voulez. Voici les références que j'ai utilisées aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Katz. Et maintenant, Catherine Lawler, qui va nous parler. Mais je voulais vous dire que elle a dû enregistrer sa présentation à cause de problèmes d'instabilité d'Internet. Donc, on va visionner l'enregistrement. Mais Catherine sera avec nous en direct pour la période de questions et de réponses qui suivra. Bonjour, ici Catherine et on va commencer à regarder les PowerPoint sur Floss and the Boss et Luna Little Legs et comment on peut aider les enfants à apprendre ce que c'est que la violence familiale et le contrôle coercitif. Alors, comme vous voyez ici, à la première diapo, on regarde comment travailler directement avec les jeunes et les petits-enfants devrait comprendre 3 phases. C'est une approche tenant compte des traumatismes. Alors, dans la première phase, on rencontre l'enfant, on négocie le travail lorsqu'on travaille avec des enfants et c'est le moment où on les sécurise, on les met à l'aise lors des séances de travail. Alors, vous avez entendu parler des réponses de lutte, de fuite et de paralysie. Ça vient du système nerveux sympathique. Ce sont des alarmes internes, des alarmes de fumée ou des détecteurs de fumée. Quand les enfants viennent travailler directement avec nous, leur système nerveux sympathique est toujours sur l'alerte. Et pourquoi c'est le cas? Alors, vous êtes une étrangère pour eux, ils viennent d'un foyer où ils ne se sentent pas en sécurité, ils ont peur, ils ont probablement beaucoup de choses à dire, mais ils ont peur de les dire et on leur a dit de ne pas vous parler. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un enfant peut activer son système nerveux sympathique. Nous sommes des étrangers ou étrangères et beaucoup d'enfants qui vivent là où il y a de la violence conjugale, ils ont peur à faire confiance aux adultes parce que ils voient des adultes comme l'agresseur et ils voient qu'on ne peut pas faire confiance aux adultes. Alors, ce qu'il faut faire en utilisant cette approche tenant compte des traumatismes, c'est de passer du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique. C'est l'opposé. C'est l'enfant se sent à l'aise, vous fait confiance et il a l'impression qu'il va pouvoir vous parler. Et vous allez créer une relation avec l'enfant. Alors, il ne faut pas avoir des fiches de travail et d'autres choses parce que ça va déclencher leur système nerveux sympathique. Alors, il y a la première phase où on les connaît et pensez à l'environnement où se trouvent les enfants. Où est la pièce? Est-ce que c'est dans le bon immeuble? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce que c'est chaleureux là où vous travaillez? Et il y a un concept qui s'appelle la biophilie. C'est un vieux concept en fait, où on parle de créer des espaces bleus et verts. Et pensez à la COVID et au confinement. Tout le monde voulait sortir, même juste pour aller au magasin. Tout le monde voulait aller dans le jardin. Ça, c'est notre réponse biophilique qui est déclenchée parce qu'on était confinés. Quand j'étais thérapeute, j'avais une pièce pleine de plantes. Moi, je tue les plantes, mais ça suscite des réponses biophiliques.
Ça aide aussi de voir des images d'animaux. Alors, je soignais l'environnement pour que ça convienne bien à l'enfant. Et ensuite, il y a la phase intermédiaire où on fait du travail précis, on lit les livres comme Floss on the Bus et Luna Little Legs, qu'on va voir tout à l'heure. Et la phase finale est aussi importante que le début. Comment est-ce que les enfants savent que les séances vont se terminer? Surtout les jeunes enfants qui n'ont pas un bon concept du temps. Et il y a des façons simples pour y remédier. J'avais un pot avec des billes et j'enlevais une bille à chaque fois la séance était terminée. Et l'enfant pouvait prendre la bille avec lui ou avec elle pour voir que le temps passait. Et les enfants peuvent créer une relation avec vous quand on utilise cette approche. Et il faut gérer le processus aussi de l'enfant qui quitte nos soins. Alors, pensons à cela au début et je vais revenir là-dessus au fur et à mesure de ma présentation. Alors, maintenant, on va regarder la peur. La violence familiale et le contrôle coercitif s'appuie souvent sur la peur. Ça fait en sorte que les gens restent et ça fait en sorte qu'ils partent aussi. Alors, en gardant les enfants et leur mère dans un état chronique de peur, certains agresseurs n'ont même pas besoin d'utiliser la violence physique. Parfois, oui, mais les agresseurs quand ils font peur aux gens qui sont hyper vigilants, si on cherche à se faire protéger constamment, les agresseurs n'ont pas besoin d'utiliser la violence physique. Vous le savez déjà probablement. Et la peur est un sous-produit de la violence familiale. C'est un élément qui la perpétue. Contrairement à la peur généralisée, les peurs normales, on sait comment y faire face. Mais la peur liée au traumatisme s'accumule progressivement. Et souvent, les enfants, tout comme leur mère, essaient de prévoir, d'éviter et peut-être de mettre fin au préjudice. Alors, il faut penser à la peur, que ça fait tellement peur aux enfants de vivre dans une telle situation et la toxicité de la peur. Parce que si on est vraiment dans un état de peur chronique qui est là en tout temps et qui se répète, il y a certaines choses qui vont se produire dans nos corps. Il y a des produits chimiques qui sont libérés. Et à long terme, c'est très mauvais pour la santé. Donc, la peur, c'est un élément clé et je posais la question s'ils avaient peur, mais de façon contournée, pour savoir comment ils réagissaient. Alors, nous avons tous peur. Moi, j'ai toujours peur des araignées. Quand on est petit, on peut penser qu'il y a des monstres sous le lit ou l'obscurité. C'est pour ça qu'on a une lumière témoin et ça va. Toutefois, comme je l'ai dit, les enfants qui vivent, qui voient le monde comme étant un endroit dangereux et menaçant, ont probablement cette réponse d'activation à long terme. Il y a beaucoup de cortisol et d'autres produits chimiques qui circulent dans le corps. Et le stress est constamment présent et ça peut être déclenché facilement. Il y a des enfants, par exemple, à l'école, lorsque le professeur parle trop fort, ou ils peuvent surréagir à ce stimulus parce qu'ils ont toujours peur. Alors, peut-être, on pourrait appeler ça de l'hypervigilance. Et il y a aussi l'hypovigilance. Et regardons cela. Alors, un enfant peut-être ne fait pas voir sa détresse, il l'internalise. Peut-être que l'enfant est calme, studieux, ne parle pas beaucoup, désireux de plaire. Et souvent, on dit que ce sont des enfants résilients, mais à tort. Parce que
et quand on évalue la violence, on cherche ce qui est évident, ce qui est physique. Mais avec la violence conjugale, s'il y a une agression physique, un comportement physique chez nous en Grande-Bretagne, on répond rapidement. S'il y a du contrôle coercitif ou la maltraitance a un aspect différent, c'est moins subtil, tangible, tout comme on pourrait dire qu'un enfant hypovigilant donne l'air d'être un enfant sage. On réduit l'importance de tout cela. Alors, si l'enfant vient d'un foyer où il a très peur, où il se passe des choses horribles et il semble pas ne pas avoir subi des effets, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être pas de la résilience. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être que l'enfant a tout internalisé sa détresse et en fait, il est hypovigilant. Alors, l'attachement. Comme vous voyez ici, ce sont des choses que nous savons déjà. L'attachement, c'est bon pour tout le monde. S'il y avait un autre mot, ce serait la sécurité, n'est-ce pas? Alors, on a un besoin inné d'avoir la sécurité. Lorsque les enfants sont petits, il y a l'allaitement qui crée de la sécurité et autre chose. Mais il est important, il est essentiel que la mère s'attache à son enfant. Et quand il n'y a pas d'attachement, c'est difficile et pour l'enfant, c'est pénible pour l'enfant et pour la mère. Nous savons que l'attachement est essentiel à une bonne santé mentale et physique. Vous le savez déjà, l'attachement est essentiel. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est revenir à d'autres choses qu'on sait déjà. Bowlby et Erikson. Bowlby a constaté que l'enfant solidement attaché est plus susceptible d'aborder le monde avec confiance, plus résilient, capable de résoudre des problèmes et de faire face à des choses. Mais pour de nombreux enfants aux prises avec la violence familiale et le contrôle coercitif, les adultes dans leur vie peuvent ne pas leur fournir des réponses émotionnelles cohérentes et adaptées, ou elles ne sont pas autorisées à le faire. Donc, le processus d'attachement est déformé, altéré. Erikson a parlé de confiance fondamentale. On a parlé bon, et quand vous travaillez avec des enfants, il faut de la cohérence, de la continuité et une similitude de l'expérience. Nous savons que c'est ça que recherchent les enfants. Alors, pensons à, à nos problèmes ici. La violence conjugale et le contrôle coercitif. Les enfants qui vivent dans un tel milieu pensent que leur maison est stressante et imprévisible. Alors, l'agresseur, que ce soit le père ou le beau-père, de par la nature de ses tactiques, essaie d'affaiblir le processus d'attachement. Et il y a beaucoup d'agresseurs qui vont affaiblir ce processus de façon exprès. Ils le font tout de suite. Ils veulent diviser pour mieux régner, pour être complètement en contrôle et être en charge de toutes les dynamiques. Alors, une attaque sur la relation parent-enfant. Il y a de la relation de harm. Et ça me parle beaucoup parce que j'ai grandi dans un foyer comme cela. J'avais un beau-père qui était agresseur. Les enfants, les jeunes décrivent un catalogue de comportements cruels et violents des pères à leur égard. Le fait de détruire les travaux scolaires. Moi, je disais toujours, c'est mon chien qui a mangé mes devoirs. Je pouvais pas rendre mes devoirs à l'école. J'étais toujours dans le pétrin parce que mon beau-père avait détruit mes devoirs, mais je pouvais pas en parler parce que chez nous, on ne disait jamais aux autres ce qui se passait chez nous. Et il a fait
il a fait mal à ma mère, il m'a fait mal, il a fait mal à mon chien. C'est le triangle de la maltraitance. Lui était au centre et il maltraitait tous les membres de la famille. Les enfants n'ont peut-être pas la permission de parler à leur mère. On revient à Bowlby Erickson et comment on altère l'attachement avec la mère. On ne permet pas aux amis de venir à la maison, même les membres de la famille. Qui veut inviter quelqu'un à la maison quand quelque chose pourrait arriver? Les pères et des beaux-pères maltraitent délibérément les enfants et les jeunes et les insultent et les humilient de la même façon que leur mère. Ça, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Alors, regardons maintenant comment les enfants évoluent dans leur famille et les rôles qu'ils peuvent jouer et quels sont les rôles qu'on leur donne. Tout d'abord, le confident de la mère. Alors, le confident de la mère a peut-être une bonne relation avec la maman. Ça, c'est un facteur de protection. On l'encourage. On voudrait un bon dialogue et une bonne relation avec la mère. Les enfants qui sont les confidents de la mère permettent à la mère de voir ce qui se passe et ça cause des problèmes. J'étais la confidente de ma mère. Moi, je suis adulte. Je ne le savais pas quand j'étais enfant. C'était difficile parce que je lui disais: «Maman, pourquoi on ne part pas? Pourquoi tu lui permets de nous faire cela, nous, à notre chien? Grand-papa a dit qu'on pouvait partir.» Je ne comprenais pas le niveau de peur de ma mère et je ne comprenais pas non plus les conséquences qu'elle connaissait très bien. Elle savait très bien ce qui arriverait si on partait. Moi, j'étais enfant, je ne le savais pas. Même j'étais sa confidente et parfois elle était ma confidente aussi. Probablement, je n'aidais pas. Et ça a commencé à changer notre relation. Quand j'étais adolescente, je me suis fâchée contre ma mère et probablement dans ma tête, je la tenais responsable de choses qu'elle ne pouvait pas contrôler. Et c'est pour ça qu'il est important de faciliter, d'encourager des discussions entre les mères et les enfants parce qu'on ne peut pas le faire à la maison. On est en train de le vivre, mais on ne peut pas se parler. Alors, le confident de la mère, c'est peut-être un enfant, le confident de l'agresseur plutôt, c'est quelqu'un qui maltraite sa mère, qui est encouragé par l'agresseur. Il y a des enfants qui agressent leur mère parce qu'ils savent que le père serait pire. Et parfois, l'agresseur essaie d'expliquer, de justifier ce qu'il fait à l'enfant afin d'embarquer l'enfant et de le faire voir le monde selon sa vision altérée, faussée, déformée. L'assistant de l'agresseur, c'est parfois la maltraitance physique et émotionnelle se passe et les enfants perpétuent la violence de l'enfant. C'est très complexe et il faut traiter de cela de manière très complexe aussi. Il y a aussi l'arbitre, l'enfant qui essaie de prévoir ce qui va se passer. Vous vous rappelez, les enfants sont très intelligents. Ils écoutent, ils guettent le danger et ils voient qu'il se passe quelque chose qui pourrait déclencher un incident violent et ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de calmer la situation. Et puis, il y a le soignant. Moi, j'étais un peu une soignante. Je m'occupais de mon petit frère qui a 12 ans de moins que moi. Et je m'occupais de ma mère sur le plan émotif. Je suis devenue une deuxième mère pour mon petit frère. Il se passait des choses et
quand il se passait quelque chose, j'allais voir tout de suite mon petit frère pour m'assurer qu'il était correct. Et puis, il y a le bouc émissaire. Ça, c'est triste. Le bouc émissaire, c'est l'enfant qui est blâmé par tout ce qui se passe, blâmé normalement par l'agresseur. Et c'est compliqué aussi. Il y avait des fois où j'entendais ma mère qui était d'accord avec mon père. Elle pensait que j'entendais pas, mais j'entendais bien. Elle était d'accord avec ce que son mari disait à propos de moi. Et ça m'attristait et ça me fâchait aussi. Mais moi, je sais maintenant, avec du recul, il y a eu qu'elle n'était pas du tout d'accord avec lui. Mais elle était d'accord pour prévenir d'autres violences. Alors, encore une fois, il est important d'avoir un dialogue entre les mères et les enfants. C'est très important. Et s'il y a un attachement vraiment déformé, vraiment faussé dans la famille, parfois, les mères peuvent blâmer les enfants aussi. Et c'est là où l'enfant se trouve dans une situation très vulnérable et dangereuse. Alors, voici d'autres recherches sur les enfants et leur oui et leur intuition. Swanston décrit les enfants vivant avec la violence familiale comme des radars miniatures. Bon, ils essaient de prédire le comportement de l'agresseur et la réaction, mais on ne peut pas le faire, c'est imprévisible. Et les agresseurs savent comment changer la donne. Ils changent les règles, ils définissent les limites. L'enfant ne sait pas où il se trouve. C'est une bonne tactique pour garder les gens dans un état de peur chronique et d'incertitude. Et Callahan, dans sa recherche, il parle de plusieurs jeunes. Il a dit qu'il y avait un jeune qui a dit qu'il essayait de discerner l'état d'esprit de l'agresseur. Comment est-ce qu'il respirait? Est-ce qu'il était détendu ou pas détendu? Comment est-ce qu'il allait réagir si l'enfant disait quelque chose de tout à fait anodin? Et est-ce que je peux et, on gérait la journée? Quand est-ce que l'agresseur allait rentrer? Et il y avait un sentiment de menace. Et c'était la même chose pour moi. Mon beau-père travaillait des quarts de travail. Quand il travaillait à l'équipe du matin, je savais à quelle heure il allait rentrer. Je regardais l'horloge et j'avais peur. Et on limite l'expression de soi. Tous les enfants devraient pouvoir s'exprimer parce que ils sont en train de devenir eux-mêmes. Quand on est adolescent, on regarde ce qui est bien, ce qui est correct, ce qui n'est pas correct. C'est bien d'avoir des opinions qui ne correspondent pas aux opinions des adultes. Mais avoir une opinion, ça pourrait déclencher une attaque, une agression, une réaction. Alors, et c'est très dur pour les enfants. On est dans on est incapable de bouger, on est paralysé. Regardons le langage. Et, pourquoi tout est de ma faute? Les enfants se disent ça souvent, souvent les jeunes. Voici ce que disent les enfants. Alors, regardons ce que Ellie m'a dit, qu'elle a dit tout est de ma faute. Et comment on pourrait lui expliquer ce qui se passait, comment explorer ce sentiment. Si un enfant dit c'est pas de ma faute, souvent on veut dire non, 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 c'est pas le cas. Mais il faut pas le dire, même si on a l'impression qu'il faut le dire, parce que ça ne permet pas à l'enfant de réfléchir. On lui donne la réponse et on perd la connexion avec l'enfant. Par exemple,
Ellie a 9 ans. Elle est venue me voir après un incident de violence à la maison. J'avais travaillé avec Ellie depuis un certain temps. Il y avait beaucoup d'incidents de violence. Son père a donné un coup de poing à sa mère au visage, car elle venait de défendre verbalement Ellie, qui avait accidentellement échappé son assiette par terre. Et Ellie était présente. Sa mère a dit, « Oh, il faut pas crier après Ellie. » Et il a agressé sa mère. Ellie a déclaré que c'était de sa faute si maman était blessée parce que c'est elle qui avait échappé son verre. Ellie a connu. Alors, il, il ne faut, mais il ne fallait pas dire tout de suite, non, Ellie, c'était pas de ta faute. Il faut poser des questions, utilisant un langage qui tient compte des traumatismes. Alors, voici ce qu'on pourrait dire. Alors, papa a fait mal à maman avant. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Elle a dit oui. Alors, laisse-moi réfléchir. Lorsque papa a fait mal à maman avant, est-ce que c'est parce que tu avais échappé ton assiette ce jour-là? Là, elle me regarde un peu perplexe et elle me dit non, c'est la première fois que j'ai échappé mon assiette. OK, ça c'est très intéressant. Alors, est-ce que je peux te partager, te faire part d'une idée? Oui, on dirait que lorsque papa fait mal à maman avant, c'était même lorsque tu n'avais pas échappé ton assiette. Elle a dit oui, oui, oui. Alors, ouais, alors papa fait mal à maman plusieurs fois. Elle hoche la tête, oui, tout à fait. Alors, je me demande si papa essaie de blâmer d'autres gens, d'autres personnes lorsqu'il frappe et blesse maman. Mon idée, c'est que c'est pas de ta faute parce que personne ne devrait frapper et blesser une autre personne, même si quelqu'un échappe son assiette. Ce n'est pas une raison. Et là, elle me dit, ouais, c'est vrai, c'est pas ma faute. Mais je dis non, évidemment pas, ma chérie. Alors, en utilisant ces questions curieuses pour savoir d'où les choses viennent dans la tête d'un enfant. Et c'est pas difficile à faire, mais c'est une très bonne réponse lorsque un enfant pense ce genre de choses. Alors, je vais vous parler d'un autre petit enfant qui s'appelle Billy. Je sais pas si vous connaissez l'activité qui s'appelle Reine ou Roi ou Reine de son île. Alors, ça, je vais vous en parler un peu. C'est une activité vraiment intéressante. Alors, à peu près à 2 tiers du temps du travail direct avec l'enfant, vous pouvez entamer cette activité. Alors, on peut faire toutes sortes de choses avec cette fantaisie-là, cette fantaisie. Il y a une grande île au milieu, comme vous le voyez, où les enfants mettent les gens et les choses qu'ils aiment vraiment et des choses qu'ils souhaitent voir tous les jours. Bon, Billy a mis un terrain de football, un terrain de jeu, beaucoup de restaurants qu'il aime, sa maman et frères et sœurs. Parce que maman, frères et sœurs, il veut les voir tous les jours, ils sont spéciaux. Et après, il y a la petite île. Les gens, bon, qu'on aime bien, mais qu'on ne veut pas voir nécessairement tous les jours. Bon, des fois, une fois la fin de semaine ou des fois le jour pour la fin de semaine. Bon, par exemple, les camarades de classe, certaines personnes de la parenté. Et parfois, les enfants mettent des choses là-dedans auxquelles on s'attend pas et là, c'est parfait, on explore. Alors, c'est une toute petite île. Ah, et il y a une dernière toute petite île en haut, comme vous le voyez à droite, où on met les gens qu'on ne veut pas voir du tout, du tout, du tout. Quelqu'un qui peut-être nous fait peur, quelqu'un qui nous blesse. Donc, et Billy a le même âge qu'Ellie en passant. Et sur la toute petite île, il y a des requins autour de cette île. Des requins qui nagent autour de l'île. Alors, comme bon, et aussi en passant,
il y a un pont entre la grosse île et l'île moyenne où on peut passer, mais dans la petite île, toute petite île, jamais il y a de pont. Billy était un génie parce qu'il m'a posé une question très intéressante et ça m'a pris par surprise. Il a dit, Catherine, est-ce que les requins dorment? Alors, j'ai dit, je sais pas si les requins dorment, mais c'est ce que j'ai dit à Billy. J'ai dit, c'est une question très intéressante, mais je sais pas la réponse. Je, je vais essayer de voir quelle est la réponse. Et alors là, il se tait. Mais je lui ai dit, mais dis-moi ce que tu penses. Il dit, Catherine, si les requins dorment, mon père pourrait quitter la toute petite île et nager vers notre île et faire ce qu'il a fait auparavant. Mais j'ai dit, Billy, c'est incroyable. J'avais jamais pensé à, à cela. J'avais jamais prévu que des requins pouvaient dormir. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit, oh, ben, on va bâtir une armée. Absolument. Alors, on a été jouer, on a trouvé des petits soldats, donc, pour jouer et on les a mis autour de l'île afin que si les requins se mettent à dormir, l'armée pourrait le protéger. Alors, en utilisant cette activité, Billy n'a pas à utiliser le mot peur ou blessé ou papa, enfin, ou frappé. Parfois, les enfants n'arrivent pas à trouver les bons mots, mais en me disant tout cela, il m'a dit beaucoup. Il m'a dit énormément. Et ce qu'il faisait, c'était une évaluation du risque. Il réfléchissait véritablement. Lorsqu'on parle de la recherche sur les torts, c'est exactement l'évaluation du risque que l'on souhaite voir. Donc, c'est une très bonne activité, reine ou roi de l'île. C'est un bon travail pour faire avec vos enfants en travail direct. Alors, parlons maintenant de mon premier livre d'histoire, Floss et le boss. Alors, Floss, c'est basé sur mon expérience quand j'étais dans une situation donc de violence familiale quand j'étais petite. Alors, la maltraitance des animaux et des gens est souvent liée. C'est une tactique de contrôle parental. C'est très pervers, en fait. C'est pour donc garder les gens, maintenir les gens dans un état d'obéissance et de conformité. Alors, Floss, c'est un vrai petit chien et nous parlons donc avec les enfants de leur expérience et pour voir à quel point donc les choses se sont passées, soit de manière semblable ou différemment. Il ne faut pas oublier qu'on est tous différents. Évidemment, deux enfants n'auront pas, même des jumeaux, ne répondront pas de la même façon. Mais c'est très simple et c'est prévu comme cela parce que plusieurs enfants demeurent chez eux avec le père et la mère. Souvent, les enfants ne sont pas donc séparés du père. Et alors, Floss et le boss, c'est un livre pour les enfants avec un guide, un manuel du professionnel qui montre comment utiliser le livre d'enfant avec l'enfant pour parler du contrôle coercitif et d'autres éléments. Et il y a plusieurs activités incluses. Et lorsque vous faites ça, vous vous rappelez de le faire en étape, tenant compte des traumatismes. Alors, une des choses que l'on peut faire avec Floss, c'est de faire une éco-carte qui est une façon d'évaluer les connexions, les attachements, les liens de l'enfant. Et c'est de faire des cercles concentrés, que vous savez, où l'enfant est au milieu, où Floss est au milieu. Donc, le travail avec une tierce personne est beaucoup plus facile pour l'enfant au début. Donc, et on commence par comme cela avant de passer à l'étape de la première personne. Donc, on pose des questions. Une fois que l'enfant a mis des gens qu'ils aiment vraiment près d'eux et d'autres loin d'eux, et là, on dit, parle-moi de cette personne, parle-moi de cela. Où est-ce que Floss aurait mis
le boss? Ou pourquoi il l'aurait mis là? Pourquoi Floss met maman là? Pourquoi Floss met son meilleur ami Houdini, le hamster, là? Et qu'est-ce qu'il sent, Houdini, le hamster, lorsque le boss le met dans une cage et qu'il peut pas en sortir? Qu'est-ce qu'il dit au boss? Alors, donc, c'est une carte généralisée, évidemment, des liens, mais ça va plus loin que cela. On parle alors de ces questions de curiosité, ces questions où l'on fait sortir un peu les sentiments des enfants. C'est à peu près à mi-chemin dans votre travail avec les enfants qu'on fait ce genre de choses. Encore une fois, on peut passer à la première personne par la suite, mais la troisième personne, c'est préférable au début. Alors, où Floss, donc, pourrait aller dans sa maison lorsque le boss est là et qui lui fait peur? Ben, on peut dessiner une petite niche pour, donc, se sentir en sécurité. Alors, parce qu'on parle, par exemple, de ne pas être dans la même chambre lorsque le boss est là, et c'est très raisonnable. Alors, qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on est dans la petite niche à côté? Et parce qu'on sait que les enfants qui sont dans l'autre chambre ont une imagination débordante et pensent à tout ce qui doit se passer de l'autre côté. Et alors, c'est bon de demander à l'enfant, que penses-tu qui se passe lorsque le boss est là? Alors, et qu'est-ce que tu ressens? Souvent, on ne pose pas la question et on ne pose pas la question comment l'enfant vit cette situation. Donc, et on ne l'encourage pas non plus à avoir des conversations avec les mamans après une telle expérience et pour savoir comment l'enfant a vécu cela. Et du côté de Floss, on peut savoir donc quand donc Floss a eu des sentiments donc d'être d'avoir mal au cœur, de trembler, un estomac serré. Donc, comment ça se passe? Parfois, on a ce sentiment-là et on doit parfois aussi vouloir un câlin. C'est bon de vouloir un câlin avec maman par la suite, par exemple. Et évidemment, le guide professionnel qui va avec le livre de l'enfant permet d'avoir donc une orientation quant à l'utilisation de cet outil. Et là, il y a Luna, Luna Little Legs, Luna Petite Patte, qui fait un cœur avec ses pattes et c'est en fait basé sur mon petit chat donc que j'ai secouru. Et l'histoire de Luna est différente. Luna, c'est beaucoup plus thérapeutique. Là, on peut lire à une classe entière d'enfants, mais Luna, c'est beaucoup plus personnel et thérapeutique. Il y a 3 fins à ce livre-là, Luna, parce que je voulais que cela reflète l'expérience des enfants. Les 3, donc, fins possibles, c'est que Luna reste à la maison, comme beaucoup de petits, ou elle va à un refuge pour les chats, ou elle y va avec maman, ou donc le papa promet de changer et il revient à la maison par la suite. Alors, on peut utiliser le livre constamment pour voir comment ça se passe du côté de l'enfant avec Luna. Et encore une fois, vous avez le guide professionnel pour vous montrer à quel point c'est thérapeutique et donc quelles activités on peut utiliser et quel langage on peut utiliser avec l'enfant. Une de ces activités, c'est le cerveau donc de Luna qui a des super pouvoirs. Et ce qu'on fait avec Luna, bon, c'est de dire, et moi j'ai utilisé ici un ours grizzly, habituellement j'utilise un tigre ou un lion, mais je pensais que j'allais venir ici vous présenter cela, qu'un ours grizzly c'est beaucoup plus frappant. Alors Luna, elle marche dans les bois, c'est un très beau sentier, donc soudainement,
au coin, en tournant un coin, elle se trouve face à face avec un gros ours grizzly. Alors, ce qu'on trouve dans le guide professionnel, c'est de l'information sur ce qu'on peut faire maintenant. On va faire un dessin de Luna. Comment elle se sent et dans son corps et aussi, et peut-être qu'elle se sent, elle a froid, elle a peur, ou peut-être qu'elle a mal au cœur. Et là, on dit, oh, je me demande ce que Luna va faire. Peut-être l'enfant va dire, elle doit s'enfuir ou reculer ou donc lutter. Et là, on peut dire très simplement, par exemple, au tout petit enfant, expliquer un peu de la science. Alors, ce que je parle, c'est que je dis, imagine-toi que tu as un capuchon qui connecte ta tête à ton corps. Alors, ta tête et ton corps ne font qu'un. Et alors, ils vont dire, par exemple, cours, 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 Luna, j'ai peur, ou va te cacher, j'ai peur, elle a peur. Ou peut-être lutter, va lutter. Et là, on peut dire, tu sais, ce, cet ours grizzly est beaucoup plus gros que Luna et je comprends pourquoi Luna pourrait vouloir se cacher ou courir. Peut-être se cacher, peut-être courir. Pour le moment, ça serait peut-être mieux et Luna serait davantage en sécurité. Et là, on peut complimenter l'enfant parce que c'est elle qui va, ou lui qui va imaginer les stratégies. Ah, wow, quel formidable! Aller se cacher dans les buissons. Oui, Luna est tellement futée, formidable. Là, à ce moment-là, on peut passer à la première personne à un moment donné. Si quelque chose qui te fait peur t'arrive, alors, et ton cœur tremble, ton cœur bat, et tes jambes tremblent. Et comment tu vas faire? Tu vas aller te mettre en sécurité d'abord et avant tout, peut-être. Alors, voilà d'autres activités à faire. Donc, voilà quelques donc petites choses à couper, par exemple, des petites empreintes de pâte pour montrer où Luna peut aller et des activités de pleine conscience où l'on peut vouloir donc que les enfants reconnaissent le stress qu'ils ont. Ils ont très peu de temps à se sentir détendus. Alors, je vais vous montrer quelque chose maintenant. Ah, c'est câlin de papillon. Je viens de vous montrer comment ça se fait. Faire des bulles, ça peut réguler la respiration. Parfois, on peut souffler des bulles et il y a une activité où on peut utiliser les activités de respiration sur la patte de Luna. Donc, dans le guide professionnel, on vous montre plein d'idées sur la façon d'aller plus loin dans vos activités. Et finalement, quand on pense aux enfants, les enfants qui déménagent dans un refuge, par exemple, parfois, en tant que professionnel, on pousse un soupir de soulagement et on dit: «Ah, l'enfant ou la famille est en lieu sûr maintenant». Mais quand on pense à ces refuges, c'est génial, mais ce qu'on ne peut pas faire un refuge, c'est de donner de la sécurité psychologique. Alors, avec les traumatismes, même si on est dans un lieu sécuritaire, le cerveau ne se sent pas en sécurité. Parfois, ça prend des années pour se sentir en sécurité. Alors, ce qu'on pourrait dire par défaut, c'est un peu comme le blâme. Ah, on pourrait dire: «Ah, c'est bien parce que tu es dans un lieu sécuritaire, en sécurité», mais on oublie la perte que vivent ces enfants quand ils déménagent. Les amis, la famille, leurs jouets, toutes sortes ils perdent leur identité quand ils déménagent parfois. Alors, on peut donner un message de déni. On nie le sentiment de l'enfant et l'histoire de Luna vous permet d'explorer cela.
un message tenant compte des traumatismes. On dirait que tu es triste parce que tu ne peux plus voir Cookie, Ringo et Mittens. Et alors, on peut dire aux enfants, ah, Luna s'ennuie de Cookie, Ringo et Mittens, c'était ses amis, elle ne pouvait plus les voir. Et je me demande comment Luna se sent. Et ensuite, on peut passer à la première personne et parler de comment cet enfant se sent en laissant ses amis derrière. Et on peut aller chercher un petit sac à dos pour une marionnette, par exemple. Ou on pourrait peut-être doucement mettre des pierres dans le sac à dos pour que l'enfant ressente la pesanteur, la lourdeur de ses sentiments. Et on pourrait décrire ces sentiments sur écrire cela sur les pierres. On peut les valider ainsi. Mais on pourrait aussi voir ce qu'on pourrait faire pour enlever ces pierres et mettre quelque chose de plus léger pour alléger le fardeau. Donc, un sac à dos pour l'enfant et ou un sac à dos pour une marionnette et pour une poupée et le remplir des sentiments difficiles et ensuite les remplacer par des articles qui représentent quelque chose de plus léger. Alors, je pourrais passer toute la journée à vous parler de tout cela, mais ça vous donne une petite idée des activités qu'on peut faire en utilisant Luna ou Aflos. Et j'espère que je vous ai donné un petit peu de matière à réflexion pour communiquer avec vos enfants. Alors, maintenant, c'est la période de questions. Moi, je suis enregistrée en ce moment, mais maintenant, quand on va passer à la séance en direct, j'espère que je vais pouvoir répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci, Catherine. Et nous sommes vraiment ravis de voir Emma et Catherine avec nous en direct pour cette période de questions et de réponses. Et ma collègue Annalise Stratman est avec moi et je vais organiser les questions. Il nous reste du temps que pour poser 2 questions à chacune de nos conférencières. Moi, j'ai une question pour la Dr. Katz et puis Annalie va poser une question à Catherine. Alors, quand il y a des lois pour criminaliser le contrôle coercitif, comme on l'a fait en Grande-Bretagne, les gens ont peur que ça pourrait créer une possibilité pour le conjoint qui utilise le contrôle coercitif, une possibilité d'utiliser la loi contre la survivante et lui donner des possibilités d'action qui n'existaient pas avant. Alors, pourriez-vous nous parler de l'expérience en Grande-Bretagne et vos réflexions là-dessus? Bon, les agresseurs manipulent tout ce qu'ils touchent. Alors, si la violence conjugale pour vous, ça veut dire la violence physique, l'agresseur peut dire que à chaque fois que vous êtes défendu, c'est vous l'agresseur ou l'agresseuse. Si ils peuvent appeler et dire les autorités que c'est la femme qui a attaqué, mais ils l'ont toujours fait, pas seulement maintenant aujourd'hui. Alors je pense que les gens ont raison. Les agresseurs vont profiter de toutes les infrastructures pour exercer leur contrôle. Mais l'idée, c'est de s'assurer que les gens soient encore mieux formés, les gens qui répondent à ces appels, que ce soit la police, les tribunaux, pour que les gens puissent distinguer entre un agresseur et une survivante. Et ils peuvent identifier les tactiques des agresseurs, le tactique d'Arvo et le déni, l'inversement, etc. En Grande-Bretagne, la police n'a pas reçu suffisamment de formation. Ce n'est pas
priorité assez élevée que de vraiment comprendre le contrôle coercitif et de comprendre qu'il y a des abus constants. Il ne s'agit pas d'une série d'incidents. Et c'est un marqueur qui permet de prévoir des féminicides aussi. Alors, il faut prendre ce contrôle coercitif au sérieux. Donc, c'est très utile. Dans le code criminel, ce n'est pas rentré encore. Alors, ces commentaires sont très utiles pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Catherine, merci d'avoir fait cette présentation. Vous nous avez donné une foule de ressources, surtout avec vos 2 livres, mais il y avait des gens qui s'intéressaient aussi au roi ou à la reine de l'île. Oui, je peux envoyer un courriel à Diane pour cette ressource. Et moi, je suis dyslexique. Il y avait, il y avait des coquilles et il y avait aussi mon accent du nord de l'Angleterre, mais ça me ferait plaisir de vous envoyer des instructions pour faire cette activité parce que c'est une activité formidable que j'ai beaucoup utilisée. Et je pense que notre équipe a, a beaucoup apprécié vos accents à vous 2. C'était charmant. Alors, on revient à la docteur Katz. En raison de l'absence de compréhension en ce qui concerne le contrôle coercitif, les agences de protection de l'enfance au Canada et peut-être ailleurs, de façon inadvertante, peuvent rendre la tâche plus facile à l'agresseur pour qu'il puisse continuer d'utiliser le contrôle coercitif. Pourriez-vous nous en parler et avez-vous des suggestions à nous donner? Il est très important pour les agences de protection de l'enfance de comprendre que la survivante fait autant d'efforts de protection que possible et la survivante comprend beaucoup mieux que les autres ce qu'elle peut faire ou ne pas faire pour protéger l'enfant et met ses connaissances en œuvre. Donc, il faut regarder les efforts de protection de la survivante pour protéger contre non seulement la violence physique, mais aussi le contrôle coercitif. Et il faut se rappeler que l'agresseur, qui est souvent normalement le père ou le beau-père, crée un milieu hostile qui empêche la mère de protéger les enfants. Ils rendent le milieu très difficile. Il sabote sa compétence, sa capacité de protéger l'enfant. Et elle ne choisit pas de rester. C'est l'agresseur qui renforce ce sentiment d'être piégé. Donc, il faut s'attaquer à l'agresseur et il faut lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il cesse d'utiliser ces tactiques. Parce que la survivante est toujours en train de faire de son mieux pour garder les enfants en sécurité. Et la plupart des survivantes le font aussi bien que possible, mais elles sont tellement limitées par l'agresseur. Alors, c'est grâce à la formation il faut renforcer ce message auprès des gens qui travaillent à la protection de l'enfance. Et la protection de l'enfance, les responsables doivent identifier les comportements de l'agresseur, jeter de la lumière là-dessus et les identifier, faire une cartographie des efforts de la survivante et en faire rapport et faire tout ce qu'ils peuvent pour rendre la vie plus difficile à l'agresseur. Il faut lui mettre des bâtons dans les roues pour qu'il ne puisse plus maltraiter sa famille. Et ils doivent aussi habiliter les survivantes pour qu'elles puissent se libérer de son contrôle. Et c'est ça que j'aimerais voir. Et je sais que c'est pas toujours comme ça
qu'on se comporte souvent en blâme la victime et on ne regarde pas les activités de l'agresseur ou le comportement de l'agresseur. Catherine, qu'est-ce qu'on fait si les enfants vivent du contrôle coercitif ou ils l'entendent dans une autre pièce et ils voudraient en parler à maman parce que peut-être que maman est trop traumatisée ou elle se sent coupable ou elle est inquiète. Qu'est-ce que vous encouragez? Qu'est-ce que vous dites aux enfants? Qu'est-ce qu'ils doivent faire si la mère n'est pas prête à en parler? Bon, souvent, les mères essaient de protéger davantage leurs enfants et ne veulent pas retraumatiser ou traumatiser de nouveau leurs enfants. En tant qu'un enfant qui a vécu dans un tel milieu et après avoir travaillé avec beaucoup d'enfants, je vois qu'ils veulent vraiment parler à leur mère. Alors, comme je disais tout à l'heure, la mère répond toujours en voulant protéger l'enfant. Et il est donc important d'avoir de bonnes ressources, de bons services et de bons défenseurs pour les gens, des gens qui travaillent avec les mères et les enfants. Je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais en Grande-Bretagne, nous, on on n'est pas censé regarder ce que font les services, mais quand on fait une demande de service pour la violence conjugale, il faut que le personnel soit bien formé pour tenir compte des traumatismes, pour reconnaître le contrôle coercitif. Il faut avoir des ressources pour un adulte et pour un enfant pour encourager ces discussions. Mais il n'y a vraiment pas assez de services en Grande-Bretagne. C'est épouvantable. Quand on pense à ce que ça coûte à la société, à la police, aux prisons. C'est incroyable que notre gouvernement n'accorde pas suffisamment d'argent à travailler sur ces services. Alors pour moi, il faut respecter le besoin de la personne de ne pas en parler parce qu'elle est trop traumatisée, mais il faut aussi avoir des défenseurs qui peuvent intervenir aussi rapidement que possible. Alors, il faut toujours voir donc les niveaux de services qui qui sont offerts. Et habituellement, dans ces documents, c'est toujours violence conjugale. Ça ne mentionne jamais le contrôle coercitif. Alors, une chose que nous devons faire, en plus de la formation, c'est au sein des services à l'enfance, des PJ, ainsi de suite, nous devons nous débarrasser du mot violence conjugale et de dire simplement contrôle coercitif avec ou sans violence. Donc, la terminologie, à mon avis, donc, joue un rôle important et peut influencer donc la réponse donc offerte pour les services à l'enfance. Merci beaucoup. Alors, je souhaite revenir à ce que Catherine a dit quant au coût. Au Royaume-Uni, le gouvernement, bon, il y a 70 millions de personnes, on a estimé que ça coûte 66 milliards de livres par année. C'est énorme comme chiffre et cela ne tenait même pas compte des répercussions sur l'enfant. Donc, et on parle de bien plus de 100 milliards de dollars. Donc, peut-être même 200 milliards, 300 milliards. Ça serait semblable avec une population comme celle du Canada. Ce sont des chiffres donc phénoménaux. Donc, les coûts que cela représente, ça serait tellement bénéfique pour les contribuables. Merci à vous deux. Cela pourrait vouloir dire qu'il faut
vous ramener avec nous pour tenir une discussion parce que nous avons épuisé le temps qui nous est imparti et nous tentons toujours d'honorer l'engagement de temps qu'offrent nos participants. Nous avons eu plus de 900 personnes ici en ligne aujourd'hui. Je voudrais que vous appréciez cela. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et de faire ces présentations. Je voudrais aussi remercier Dean, Vanessa, les interprètes ASL et aussi à Wendy et Caroline pour l'interprétation vers le français. Cela nous permet de rayonner plus loin, donc avec ces webinaires, pour toucher autant de personnes que possible. J'espère que vous allez vous joindre à nous. Nous avons un webinaire extrêmement important qui fera suite à celui-ci en décembre. Et il y aura 3 personnes qui font partie d'un réseau d'intervention des jeunes en Colombie-Britannique qui ont vécu le contrôle coercitif et qui veulent défendre les changements dans le système qu'ils souhaitent. Et donc, nous avons pensé que ce serait un bon suivi. Donc, veuillez vous joindre à nous pour cela et nous anticipons avec plaisir vous revoir à ce moment-là. Au revoir à tous et à toutes.